Si je vous disais qu'une jeune veuve, enceinte, s'est enfuie pieds nus au milieu de la nuit avec des hommes armés à sa recherche, vous me croiriez? Elle ne fuyait pas un inconnu, elle fuyait son propre père, un homme qui la battait depuis l'âge de 5 ans et qui voulait maintenant décider du sort du bébé qu'elle portait, sur ce chemin de terre, au milieu de nulle part. Elle n'avait que 2 options, être retrouvée ou disparaître à jamais. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Un fermier solitaire a arrêté sa voiture et, par une seule décision, il a affronté un homme puissant, défié la peur qui régnait dans cette région et changé le destin de 2 vies pour toujours. Ce n'est pas seulement une histoire de fuite, c'est une histoire de courage, de rédemption et de la nuit où quelqu'un a décidé de ne pas détourner le regard. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Mais avant de commencer, dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous m'écoutez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour pouvoir entendre d'autres histoires comme celle-ci. La maison craque la nuit. Elle a toujours craqué. Mais maintenant j'entends chaque planche, chaque poutre soupirer dans le noir. Ça fait 3 ans que Marie est partie. Un cancer l'a emportée si vite. Je n'ai même pas eu le temps de m'habituer à l'idée d'être seul. Maintenant, je me réveille à 5 heures du matin et il n'y a personne dans la cuisine. Le café, c'est moi qui le fais, réchauffé, amer, bien trop fort. Je le bois en regardant par la fenêtre, en voyant le soleil se lever derrière les tables vides. La ferme est calme, trop silencieuse. Avant, il y avait le bruit des casseroles, le rire de Marie qui racontait une bêtise arrivée au village, la radio allumée qui passait de vieilles chansons françaises. Maintenant, il n'y a que le vent qui souffle dans les herbes hautes, le chant des grillons quand la chaleur monte, et la nuit, le ululement d'une chouette au loin, près de l'étang. Je dors mal. Le lit est trop grand pour un seul homme. Parfois, je me réveille au milieu de la nuit, croyant qu'elle est là, à côté, mais quand j'étends la main, je ne trouve que le drap froid. Je me lève, je vais sur la terrasse, j'allume une cigarette que je ne fume même pas vraiment. Je reste là, immobile, à regarder l'obscurité, à sentir l'odeur de la terre mouillée quand il pleut à l'aube. Pendant la journée, je m'occupe. Je répare une clôture, je surveille le bétail, je m'occupe du tracteur, je balaye la cour, n'importe quoi pour ne pas penser. Mais l'après-midi, quand le soleil descend et que la lumière devient orangée, cette boule me serre la poitrine. Ce vide qui oppresse, cette nostalgie qui fait mal. Marie est enterrée au cimetière du village, mais je la sens ici, dans l'odeur du café filtre, sur le napperon encroché sur la table, dans les vieilles casseroles suspendues au mur. Elle était le cœur de cette maison. Sans elle, ce n'est plus qu'une construction. Du bois, des briques, des tuiles, rien de plus. Ma fille, Julie, a appelé la semaine dernière. Elle habite à Paris, travaille dans je ne sais quoi, la publicité. Elle a dit qu'elle allait bien, qu'elle essaierait de venir pour les vacances, mais je sais qu'elle ne viendra pas. On s'est éloigné il y a longtemps. Je n'ai jamais su vraiment lui parler. J'ai toujours été du genre à travailler en silence, à régler les choses tout seul. Maintenant, elle a sa vie là-bas et j'ai la mienne ici. Ou ce qu'il en reste. Il y a des jours où je me dis, à quoi bon tout ça? Pour qui est-ce que je m'occupe de cette terre? Je n'ai plus personne. La solitude ici pèse comme du plomb. Ce jeudi-là, je me suis réveillé comme d'habitude. Café réchauffé, silence, cigarette sur la terrasse. La journée s'annonçait chaude, ciel dégagé, pas un nuage. Je devais aller au village chercher du fourrage et passer à la banque. Des choses simples. La routine. J'ai pris le pick-up, j'ai roulé sur le chemin de terre, la poussière s'élevant derrière moi. Je suis passé devant le portail de la ferme Saint-Joseph, devant l'épicerie de Monsieur Antoine, devant la vieille chapelle que plus personne ne fréquente. Tout était pareil, tout à sa place. Je ne savais pas que cette nuit-là, en rentrant chez moi, ma vie allait changer pour toujours. Je ne savais pas que j'allais rencontrer quelqu'un et que ce quelqu'un allait me rappeler ce que j'avais oublié d'être. Je suis rentré du village. Il était plus de 22 heures. J'ai été retardé à la banque. La file était interminable. Après, je me suis arrêté boire une bière au bar de Jean-Charles. Des banalités, les sujets habituels, la sécheresse, le prix du bétail, la politique que personne ne comprend vraiment. Je suis parti quand le bar fermait déjà.
La route était sombre, vraiment sombre, sans lampadaire, sans lune, juste les phares du pick-up qui fendaient la nuit. Le goudron s'était arrêté il y a environ 5 kilomètres. Maintenant, ce n'était que de la terre battue, des cailloux, des nids de poules. Je connaissais chaque virage par cœur. Je pouvais faire ce chemin les yeux fermés. La radio grésillait. J'ai essayé de trouver une station, mais il n'y avait que des parasites. Je l'ai éteinte. Il ne restait que moi, le vrombissement du moteur et le bruit des pneus sur le gravier. C'est là que je l'ai vu. Une ombre a traversé devant le pick-up. J'ai freiné brusquement. La voiture a dérapé, soulevant un nuage de poussière, manquant de sortir de la route. Mon cœur s'est emballé. J'ai serré le volant et je me suis arrêté là, au milieu du chemin. Je suis resté immobile, respirant lourdement, essayant de comprendre ce que j'avais vu. Ce n'était pas un animal. Un animal ne court pas comme ça, c'était une personne. J'ai ouvert la portière doucement, je suis descendu, j'ai laissé les phares allumés, éclairant la route devant moi. Le vent soufflait faiblement, apportant une odeur d'herbe sèche et de terre chaude. Les grillons chantaient fort, un son strident qui emplissait le silence. « Il y a quelqu'un » ai-je appelé. Rien. J'ai fait quelques pas de plus. La lumière des phares portait à une vingtaine de mètres. Au-delà, ce n'était que ténèbres. Je sentais quelque chose d'étrange dans l'air, cette sensation que quelque chose n'allait pas. C'est alors que j'ai entendu un sanglot étouffé venant du bas-côté, sur la gauche de la route. « Mademoiselle » ai-je dit plus fort. « S'il y a quelqu'un, vous pouvez sortir, je ne vous ferai aucun mal. » Silence, juste les grillons, juste le vent. Puis elle est apparue. Elle est sortie des fourrés lentement, chancelante, tenant son ventre à 2 mains. Pieds nus, la robe déchirée en bas, sale de terre et d'herbe, les cheveux collés à son visage en sueur, les pieds en sang. Elle était enceinte, très enceinte. Quand la lumière des phares a frappé son visage, j'ai vu ses yeux. Des yeux de bête traquée, des yeux de quelqu'un qui fuit quelque chose de pire que la mort. Elle tremblait de tout son corps. « S'il vous plaît !» Sa voix était faible, brisée. « S'il vous plaît, ne me livrez pas, ne me livrez pas. » Je suis resté figé. Cette phrase a fendu l'air comme un couteau. « Calmez-vous » ai-je dit en levant les mains. « Calmez-vous, mademoiselle, je ne vais vous livrer à personne. Vous êtes blessée. » Elle n'a pas répondu, elle se contentait de me regarder, évaluant si elle pouvait avoir confiance. J'ai vu ses jambes flageoler. J'ai couru, et je l'ai rattrapée avant qu'elle ne tombe. Elle était légère, trop légère. On devinait ses os sous ses bras fins. Sa peau était glacée malgré la chaleur de la nuit. « Vous avez besoin d'aide » ai-je dit. « Il faut vous emmener à l'hôpital » ?»« Non » a-t-elle crié avec une force qu'elle ne semblait pas avoir. « Vous ne pouvez pas m'emmener au village. Ils vont me trouver. » « Ils. » Mon estomac s'est noué. « Qui va vous trouver ?» Elle s'est mise à pleurer, un pleur bas, étouffé, plein de désespoir. « Mon père, il va me tuer. Il va me prendre mon enfant. » Un frisson m'a parcouru l'échine. J'ai regardé autour de moi, la route déserte, les fourrés sombres des 2 côtés. Soudain, cet endroit m'a paru dangereux, exposé. « Vous saignez » ai-je demandé en regardant ses pieds. « Je vais vous emmener chez moi. Là-bas, vous serez en sécurité. Après, on verra quoi faire. » Elle m'a fixé, ses yeux pleins de larmes, mais aussi pleins de peur. Peur de faire confiance, peur de se tromper encore. « Je vous le jure » ai-je dit en la regardant droit dans les yeux. « Personne ne posera la main sur vous tant que je serai en vie. » Je ne sais pas d'où sont sortis ces mots. Ils sont sortis, et j'ai senti qu'ils étaient vrais. Elle a hoché faiblement la tête et m'a laissé l'aider à monter dans le pick-up. J'ai fermé la portière, j'ai fait le tour, je suis monté de l'autre côté. Avant de démarrer, je l'ai regardée. Elle était recroquevillée sur le siège, serrant son ventre, tremblante. J'ai enlevé ma veste et je l'ai posée sur ses épaules. « Comment vous appelez-vous » ai-je demandé. Elle a mis du temps à répondre. Quand elle a parlé, sa voix n'était qu'un filet. « Marine. »« Je m'appelle Valère, mais tout le monde m'appelle Val. »
Elle n'a rien dit de plus, elle a juste fermé les yeux, épuisée. J'ai démarré le moteur et j'ai continué sur la route, plus lentement maintenant, regardant dans le rétroviseur à chaque minute, cherchant des phares, cherchant des poursuivants. La nuit est devenue plus sombre, et je savais, au fond de moi, que ma vie venait de basculer. Je n'avais pas encore idée de la taille du pétrin dans lequel je m'étais fourré, mais je m'en fichais. Nous sommes arrivés à la ferme vers minuit. La maison était sombre, silencieuse. Seulement le bruit des grillons et du vent dans les arbres. J'ai aidé Marine à descendre du pick-up. Elle tenait à peine debout. Ses pieds étaient enflés, violacés, avec des coupures profondes. « Je vous emmène à l'intérieur, » ai-je dit. « Il faut nettoyer ses plaies. » Elle n'a pas répondu. Elle s'est juste appuyée sur moi, lourde de fatigue. Nous sommes entrés par la cuisine. J'ai allumé la lumière. Tout était comme je l'avais laissé le matin. La tasse de café dans l'évier, le torchon suspendu, la vieille table en bois au centre. Marine a regardé autour d'elle avec des yeux écarquillés, comme si elle entrait dans un lieu sacré. « Asseyez-vous là », ai-je indiqué en montrant une chaise. « Je vais chercher de l'eau chaude et un linge propre. » Je suis allé à la salle de bain, j'ai pris une bassine, je l'ai remplie d'eau tiède, j'ai apporté du savon, de l'alcool, des compresses. Quand je suis revenu, elle était dans la même position, immobile, regardant ses propres mains sales de terre. Je me suis agenouillé devant elle et j'ai posé la bassine par terre. « Laissez-moi voir ses pieds. » Elle a hésité, m'a regardé avec cette peur dans les yeux. Peur de faire confiance, peur de s'abandonner, peur que quelque chose de terrible n'arrive au moment où elle baisserait la garde. « Je ne vais pas vous faire de mal, » ai-je dit calmement. « Vous pouvez avoir confiance. » Lentement, elle a tendu la jambe. J'ai pris son pied avec précaution. Je l'ai plongé dans l'eau tiède. Elle a tressailli. « Ça fait mal ?»« Non. » Sa voix était basse. « C'est chaud. Ça fait longtemps que je n'ai rien senti de chaud. Rien de bon. » Ça m'a serré le cœur. J'ai lavé son pied droit avec soin, enlevant la terre, le sang séché, les épines plantées. Elle est restée silencieuse à observer. Quand j'ai eu fini, j'ai fait de même avec l'autre pied. « Ça va piquer un peu, » ai-je prévenu en prenant l'alcool. Elle s'est mordue la lèvre et a tenu bon. Elle n'a même pas gémi. J'ai passé une compresse, j'ai bandé ses deux pieds avec un linge propre que j'avais. Ce n'était pas un pansement d'hôpital, mais ça ferait l'affaire. Je me suis relevé et je me suis lavé les mains dans l'évier. « Vous devez avoir faim. »« Non, » a-t-elle dit rapidement, « je ne veux pas déranger. »« Ce n'est pas un dérangement. C'était quand, la dernière fois que vous avez mangé ?» Elle est restée silencieuse. Réponse suffisante. J'ai ouvert le frigo. Il y avait des restes de rôtis et de pommes de terre. J'ai tout réchauffé sur la cuisinière, j'ai mis dans une assiette, je l'ai apporté sur la table. Mangez. Marine a regardé la nourriture comme si c'était quelque chose d'étrange. Pour moi, c'était juste de la nourriture. Pour elle, ça semblait être autre chose. De l'attention, de la gentillesse, des choses qu'elle ne recevait plus depuis longtemps. Elle a pris la fourchette lentement et a commencé à manger, de petites bouchées, en mâchant doucement, comme si elle avait peur que l'assiette disparaisse. Je suis resté là, à la regarder manger, et j'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. De la colère contre celui qui lui avait fait ça. Quand elle a fini, elle a poussé l'assiette et m'a regardé. « Merci. Il ne faut pas remercier. » Un silence, long, lourd. Je savais que je devais poser des questions, mais je ne voulais pas la brusquer. J'ai tiré une chaise et je me suis assis de l'autre côté de la table. « Marine !» ai-je commencé en choisissant mes mots. « Vous n'êtes pas obligée de me raconter quoi que ce soit maintenant, mais j'ai besoin de savoir. Est-ce que quelqu'un vous cherche ?» Elle a baissé la tête. « Oui. »« Votre père ?» Elle a acquiescé sans lever les yeux. « Et d'autres gens. Des hommes qui travaillent pour lui. Ils vont retourner toute la région jusqu'à me trouver. »« Pourquoi ?» ai-je demandé. « Pourquoi veut-il vous retrouver ?» Marine a pris une profonde inspiration. Ses mains tremblaient sur la table. « Parce que je suis sa propriété. » Sa voix était amère, brisée. « Je l'ai toujours été depuis toute petite. Il ne m'a jamais laissé être autre chose que ça. Et maintenant il veut me vendre. » J'ai senti mon sang se glacer.
Vendre? Me marier à un riche propriétaire terrien, un homme vieux, violent, qui veut une jeune femme à contrôler. Mon père lui doit de l'argent, je suis la monnaie d'échange. Elle a relevé la tête et m'a regardé dans les yeux. Pour la première fois, je n'ai pas vu que de la peur, j'ai vu de la colère aussi. Et ils veulent que je me débarrasse de mon enfant. Ils ont dit que le bébé ne pouvait pas naître, que ça compliquait l'affaire. Sa main s'est posée sur son ventre, protectrice. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je ne les laisserai pas faire. Je préfère mourir, mais je ne laisserai personne toucher à mon fils. Le silence est tombé lourdement dans la cuisine. Seule l'horloge murale marquait les secondes, seule sa respiration irrégulière, entrecoupée. Je ne savais pas quoi dire. Il n'y avait pas de mots pour une horreur pareille. Vous êtes en sécurité ici, et tout ce que j'ai réussi à dire. Personne ne vous trouvera, et personne ne vous touchera, ni vous, ni votre bébé. Je vous le promets. Elle m'a regardé avec ses yeux fatigués, méfiants, mais aussi pleins d'un espoir fragile, comme si elle voulait y croire sans y parvenir. « Pourquoi faites-vous ça ?» a-t-elle demandé. « Vous ne me connaissez même pas. » J'ai réfléchi à la réponse. J'ai pensé à Marie, j'ai pensé à Julie, j'ai pensé à toutes les fois où je n'avais rien fait alors que j'aurais dû. « Parce que c'est la chose à faire, » ai-je dit. Marine a détourné le regard. Une larme a coulé sur sa joue. Personne n'a jamais fait la chose à faire pour moi. Je me suis levé. J'ai pris un verre, je l'ai rempli d'eau et je le lui ai apporté. Maintenant, quelqu'un va le faire. Elle a bu toute l'eau, puis s'est essuyé les yeux du revers de la main. « Vous avez un endroit où je peux dormir ?» a-t-elle demandé, la voix encore faible. « J'ai la chambre d'amis. Je ne l'utilise plus depuis longtemps, mais le lit est bon. Il y a des couvertures propres. Je ne veux pas prendre votre place. Vous ne prenez rien du tout. Venez. » Je l'ai aidé à se lever. Nous avons marché lentement jusqu'à la petite chambre au fond. J'ai allumé la lumière. Le lit était fait avec un drap blanc et un couvre-lit en patchwork que Marie avait fait des années auparavant. La chambre sentait le renfermer et le temps arrêté, mais elle était propre. « Demain, j'arrangerai mieux, » ai-je dit. « J'apporterai des vêtements propres, une serviette. »« C'est très bien comme ça, » m'a-t-elle interrompu. « C'est parfait. » Marine s'est assise sur le lit, a touché le drap du bout des doigts, comme si elle ressentait quelque chose pour la première fois. « Val !» a-t-elle appelé en me regardant. « S'ils viennent, vous allez me livrer. » La question m'a fait mal. Mal parce qu'elle avait besoin de la poser, parce que la vie lui avait appris à ne faire confiance à personne. « Non !» ai-je répondu fermement. « Je ne vous livrerai pas, même si l'enfer tout entier se présentait à ma porte. » Elle a fermé les yeux et pour la première fois cette nuit-là, ses épaules se sont détendues. « Reposez-vous », ai-je dit en me dirigeant vers la porte. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis dans la chambre à côté. Val. » Elle a appelé de nouveau alors que j'étais sur le point de sortir. Je me suis retourné. Merci de m'avoir accueilli, de m'avoir cru. J'ai hoché la tête et j'ai fermé la porte doucement. Je suis retourné dans la cuisine. J'ai éteint la lumière. Je suis allé sur la terrasse. J'ai allumé une cigarette et je suis resté là à regarder l'obscurité. Le vent soufflait faiblement, les grillons chantaient. Tout semblait normal. Mais je savais que ça ne l'était pas. Je venais d'entrer dans une guerre et je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté sur la terrasse jusqu'au lever du soleil, fumant cigarette sur cigarette, observant le chemin de terre qui traversait la propriété. Chaque bruit me mettait en alerte. Le vent dans les arbres, une branche qui craquait au loin, l'aboiement d'un chien à la ferme voisine. Tout me semblait une menace. Quand le ciel a commencé à s'éclaircir, je suis entré doucement dans la cuisine. J'ai fait du café. L'odeur forte a rempli la maison. J'ai pensé à réveiller Marine, mais je l'ai laissée dormir. Cette jeune femme avait besoin de repos plus que tout. Je me suis assis à table et je suis resté à réfléchir à quel point j'avais été idiot. J'aurais dû l'emmener directement au commissariat. J'aurais dû appeler la gendarmerie.
J'aurais dû faire les choses dans les règles, légalement. Mais je me suis souvenu de ses yeux, de sa peur, de sa supplique. Ne me livrez pas. Et j'ai su que j'avais fait la seule chose que je pouvais faire. Le soleil était déjà haut quand j'ai entendu des pas dans le couloir. Marine est apparue à la porte de la cuisine, toujours avec sa robe sale, les cheveux en désordre, les pieds bandés. Elle ressemblait à une enfant perdue. « Bonjour », ai-je dit. « Bonjour ». Sa voix était rauque. « Un café ?» Elle a acquiescé. Je lui ai servi une tasse, j'ai mis du sucre, j'ai apporté du pain et du beurre que j'avais fait griller. Marine s'est assise et a regardé la nourriture comme si elle n'arrivait pas à croire que c'était réel. « Servez-vous », ai-je dit. « Il y en a assez. » Elle a mangé lentement. Quand elle a eu fini, elle a regardé par la fenêtre. La lumière du matin entrait vivement, illuminant toute la cuisine. « C'est joli ici », a-t-elle dit presque dans un murmure. « C'est solitaire », ai-je répondu, « mais c'est chez moi. » Silence. Marine bougeait nerveusement ses doigts sur la table. « Val », a-t-elle commencé, « je dois vous dire quelque chose. » Mon estomac s'est noué. « Dites-moi. Mon père, ce n'est pas un homme ordinaire. Il a du pouvoir, de l'argent. Il a des gens qui font ce qu'il ordonne sans poser de questions. » Je m'en doutais. Hier soir, quand je me suis enfui, sa voix a tremblé. Je l'ai entendu crier, dire qu'il me retrouverait, même s'il devait retourner tout le département, qu'il me ramènerait, qu'il m'apprendrait à ne plus jamais désobéir. Elle s'est arrêtée, a respiré profondément, essayant de se contrôler. Il ne pardonne pas, il n'a jamais rien pardonné. Quand j'avais 7 ans, j'ai cassé une assiette sans faire exprès. Il m'a enfermé dans la cave pendant 2 jours, sans nourriture, sans eau, juste pour que j'apprenne. J'ai senti la colère monter, la colère contre cet homme que je ne connaissais même pas. « Il ne vous trouvera pas ici », ai-je dit fermement. « Si », a-t-elle répondu, et ses yeux se sont remplis de larmes. « Si, il connaît tout le monde. Il a des gens partout. Quelqu'un parlera, quelqu'un verra. Et quand il découvrira que vous me cachez, je gérerai ça. Vous ne comprenez pas. » Elle a haussé la voix pour la première fois. « Il va vous anéantir, il va brûler votre maison, y tuer votre bétail, détruire tout ce que vous avez. Il l'a déjà fait. » Marine tremblait de tout son corps maintenant, les mains agrippées au bord de la table, les yeux écarquillés, la respiration rapide. « Calmez-vous, ai-je dit en me levant et en allant vers elle. « Calmez-vous, Marine, respirez. »« Je ne peux pas rester ici, » a-t-elle dit, la voix brisée. « Je ne peux pas vous mettre en danger. Je vais partir, je vais continuer à marcher, je vais... » « Vous n'irez nulle part, » l'ai-je coupé en lui tenant les épaules. « Vous êtes enceinte de combien de mois ? 8. 8 mois. Vous tenez à peine debout. Vous n'avez nulle part où aller, pas d'argent, personne. Si vous partez d'ici, vous ne tiendrez pas une journée. » Les larmes coulaient sur son visage. « Mais je ne veux pas que vous ayez des ennuis à cause de moi. Et moi, je ne veux pas que vous mouriez, » ai-je répondu. « Alors, on va devoir se faire confiance. » Marine m'a regardé longuement, puis a hoché faiblement la tête et s'est rassise. C'est à ce moment-là que j'ai entendu le bruit d'un moteur, loin encore, mais venant dans notre direction. Je me suis figé. Marine l'a entendu aussi. Son visage est devenu blême. « Eux », a-t-elle murmuré. J'ai couru à la fenêtre. Un nuage de poussière s'élevait au loin sur la route. Un pick-up avançait lentement, comme quelqu'un qui cherche quelque chose. « Cachez-vous dans la chambre », ai-je dit rapidement. « Verrouillez la porte, ne faites pas de bruit. »« Val !»« Allez-y. » Marine s'est levée et a couru en boitant vers la chambre. J'ai entendu la porte se fermer, la clé tourner dans la serrure. J'ai respiré profondément, essayant de calmer mon cœur qui battait la chamade. Je suis sorti sur la terrasse, feignant la désinvolture. J'ai pris un balai et j'ai commencé à balayer le sol, comme si c'était juste un jour normal. Le pick-up s'est arrêté devant le portail. C'était un gros 4x4 noir, vitres teintées, gros pneus. 2 hommes en sont descendus. Un plus âgé, costaud, avec un chapeau. L'autre plus jeune, mince, avec une mine patibulaire. « Bonjour », a dit le plus âgé en s'approchant de la clôture.
Bonjour, ai-je répondu, continuant de balayer. Excusez-nous de vous déranger, on cherche une jeune fille. Elle s'est enfuie de chez elle hier soir. Sa famille est inquiète. Une jeune fille? Ai-je feint l'ignorance. Quel genre de jeune fille? Jeune, enceinte, cheveux longs et foncés. Elle doit être pieds nus, blessée. J'ai arrêté de balayer. Je les ai regardés. Je n'ai vu personne. Le plus âgé a souri. Mais ce n'était pas un sourire amical. C'était un sourire de quelqu'un qui ne vous croit pas. Vous êtes sûr. On sait qu'elle est passée par ici. Quelqu'un a vu un pick-up arrêté sur la route vers minuit, un pick-up qui ressemble au vôtre. J'ai senti une sueur froide couler dans mon dos. Je suis rentré du village tard hier soir. Je suis venu directement à la maison. Je n'ai vu personne sur la route. Vraiment? A dit le plus jeune pour la première fois. Sa voix était rauque, menaçante. Parce qu'on a des informations selon lesquelles vous avez arrêté votre voiture pendant près de 10 minutes. Mon cœur s'est emballé. Comment le savait-il? Je me suis arrêté pour pisser, ai-je inventé. Une vessie de vieux. Ça ne tient pas les longs trajets. Les deux hommes se sont regardés. Le plus âgé a fait un pas en avant. Écoutez, monsieur Valère, c'est ça. On ne veut pas de problème. La jeune fille est la fille d'un homme important, un homme qui prend soin des siens, un homme qui sait aussi s'occuper de ses ennemis, si vous voyez ce que je veux dire. La menace était claire. Si vous la trouvez, a-t-il continué, il vaut mieux nous prévenir. Il y a une bonne récompense, 5 000 € en liquide. Et si je ne la trouve pas, son sourire a disparu. Alors il vaut mieux espérer que personne d'autre ne la trouve non plus, parce que celui qui la cache, eh bien, on le considère comme un complice. Un silence, lourd, menaçant. Je garderai l'œil ouvert, ai-je dit en serrant fermement le manche du balai. Si je vois quelque chose, je vous préviens. Faites ça. Le plus âgé a dit en retournant vers le 4x4. On repassera par ici demain, juste pour être sûr. Les deux hommes sont montés dans la voiture, le moteur a vrombi. Le 4x4 a fait demi-tour et a disparu sur la route, soulevant un nuage de poussière. Je suis resté là, immobile, tenant le balai, les mains tremblantes. J'ai attendu que la poussière retombe, que le bruit du moteur disparaisse complètement. Puis, j'ai lâché le balai et je suis rentré en courant. « Marine !» ai-je appelé. « Vous pouvez sortir !» La porte de la chambre s'est ouverte doucement. Elle est apparue, pâle, les yeux rouges. C'était eux. Qu'est-ce qu'ils ont dit? J'ai hésité. Je ne voulais pas l'effrayer plus qu'elle ne l'était déjà, mais mentir ne servirait à rien. Ils ont dit qu'ils savent que je me suis arrêté sur la route hier. Ils ont dit qu'ils reviendraient demain. Marine a chancelé. Je l'ai rattrapée avant qu'elle ne tombe. Je le savais, a-t-elle pleuré. Je savais que ça arriverait. Val, vous devez me livrer, vous devez vous sauver. Non, ai-je dit fermement. Je ne vous livrerai pas. Mais ils vont revenir, ils vont fouiller la maison, ils vont... Alors on part d'ici. Elle m'a regardé, confuse. Quoi? On part, ai-je répété. Aujourd'hui même. Je vais vous emmener dans un endroit sûr, loin d'ici, où votre père ne pourra pas vous trouver. Mais où? J'ai réfléchi vite. J'ai pensé à tout ce que je savais, à tous les endroits que je connaissais. J'ai un cousin dans les Landes. Il habite à la campagne, très loin. Il a une petite ferme isolée. Personne ne le connaît ici. On restera là-bas jusqu'à la naissance du bébé, après on verra. Marine a secoué la tête. C'est trop loin. Je ne tiendrai pas le voyage. Et si le bébé naît en chemin? On s'arrêtera dans un hôpital. Ils chercheront dans les hôpitaux. Val, vous ne comprenez pas. Mon père a des contacts partout. Des gens dans la gendarmerie, dans les hôpitaux, des gens... Assez, ai-je crié. Marine s'est arrêtée, me regardant, effrayée. J'ai respiré profondément. J'ai essayé de me calmer. Pardon, ai-je dit plus bas. Pardon, je ne voulais pas crier. Mais vous devez me faire confiance. Je sais que c'est dangereux. Je sais que ça peut mal tourner. Mais rester ici, c'est la mort assurée pour vous et votre enfant.
Elle est restée silencieuse. Les larmes coulaient toujours. « J'ai peur », a-t-elle admis. « Moi aussi », ai-je dit. « Mais la peur, on l'affronte ensemble. » Marine m'a regardé et lentement, très lentement, elle a acquiescé. « D'accord, on y va. » J'ai respiré, soulagé. « Alors préparons-nous vite. On part avant midi. » L'heure qui a suivi a été un tourbillon. J'ai pris des vêtements propres pour Marine, un pantalon de jogging de Julie qui était resté là, un de mes larges t-shirts, une vieille paire de baskets. Elle s'est changée dans la chambre pendant que je remplissais un sac de voyage. Nourriture, eau, médicaments, couverture. J'ai pris de l'argent. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était tout ce que j'avais. 3 000 € cachés sous le matelas, l'argent que je gardais pour les urgences. Eh bien, c'était une urgence. J'ai mis de l'essence dans le pick-up, j'ai vérifié les pneus, l'huile, l'eau. Tout devait être parfait. On ne pouvait pas tomber en panne en chemin. Marine est apparue à la porte de la cuisine, avec des vêtements propres, les cheveux attachés. Elle semblait être une autre personne, toujours fragile, toujours effrayée, mais avec un peu plus de vie sur le visage. « Prête ?» ai-je demandé. « Oui. Alors allons-y. » Je l'ai aidée à monter dans le pick-up, j'ai mis le sac à l'arrière, j'ai fermé la maison à clé. J'ai jeté un dernier regard à la propriété, la vieille maison, les tables vides, les arbres que Marie avait plantés des années auparavant. Je ne savais pas si j'allais revenir. Je suis monté dans la voiture, j'ai démarré le moteur. « Val » a appelé Marine. « Vous êtes sûr de ça ?» Je l'ai regardé. « Oui. Vous pourriez tout perdre. » « J'ai déjà tout perdu une fois, » ai-je répondu. « J'ai survécu. Je survivrai encore. » J'ai mis la voiture en route. Le chemin de terre s'ouvrait devant nous. Le soleil était haut, chaud, brûlant. La poussière s'élevait derrière nous. Nous avons roulé pendant une quinzaine de minutes en silence. Je regardais dans le rétroviseur à chaque seconde, cherchant des phares, cherchant des poursuivants. C'est là que j'ai vu 2 4x4 arriver derrière nous. Vite. « Merde, » ai-je murmuré. « Qu'est-ce qu'il y a ?» a demandé Marine en regardant derrière elle. « Eux !» Son visage est devenu blême. « Ils nous ont trouvés ? Je ne sais pas, mais je ne vais pas attendre pour le savoir. » J'ai appuyé sur l'accélérateur. Le pick-up a pris de la vitesse. La route était pleine de virages, de trous, de cailloux. Je connaissais chaque mètre, mais à cette vitesse, c'était dangereux. Les 4x4 derrière ont accéléré aussi. « Accrochez-vous » ai-je prévenu. Marine s'est agrippée au siège, l'autre main protégeant son ventre. Nous sommes entrés dans un virage serré. Les pneus ont dérapé. L'arrière a chassé un peu, soulevant de la poussière. J'ai maîtrisé le volant, je suis revenu sur la route. Les 4x4 derrière gagnaient du terrain. Mon cœur battait la chamade. La sueur coulait sur mon visage. Je devais prendre une décision vite. À gauche, une bifurcation, une route secondaire, étroite, mal entretenue, envahie par la végétation des 2 côtés. Mais je la connaissais. Elle menait à une autre ferme, puis à la départementale. J'ai tourné brusquement. Le pick-up a tangué. Marine a crié. « Pardon !» ai-je hurlé. « Tenez bon !» La route était horrible. Des trous profonds, de grosses pierres, des branches qui frappaient les côtés. Mais les 4x4 derrière étaient trop gros. Ils n'arrivaient pas à manœuvrer correctement. Nous avons pris de la distance. J'ai continué à accélérer. Le moteur rugissait, à la peine. Le pick-up sautait, secouait. Marine gémissait de douleur à chaque chaos. « Tenez bon !» lui ai-je demandé. « On y est presque. On y est presque. » 5 minutes plus tard, nous sommes sortis sur la départementale. Asphalte lisse, large, vide. J'ai accéléré encore. J'ai regardé dans le rétroviseur. Les 4x4 n'étaient pas là. J'ai respiré profondément. Mes mains tremblaient sur le volant. « On les a semés », ai-je dit. Marine n'a pas répondu. J'ai regardé à côté de moi. Elle était penchée en avant, tenant son ventre, le visage tordu de douleur. Marine, Val. Sa voix était faible. Je crois que le bébé arrive. J'ai senti le monde s'effondrer. Quoi ? J'ai perdu les os, a-t-elle dit en regardant vers le bas. Le bébé arrive. Maintenant. La panique m'a envahi. J'ai regardé autour de moi.
Route déserte, aucune ville en vue, aucun hôpital. Tenez bon, ai-je dit en appuyant encore plus sur l'accélérateur. Tenez bon, je vous emmène à l'hôpital. On n'aura pas le temps, a-t-elle crié, et la douleur dans sa voix était réelle, urgente. J'ai regardé le tableau de bord. 20 kilomètres jusqu'à la prochaine ville. 20 kilomètres de route déserte. 20 kilomètres qui semblaient une éternité. Marine a gémi fort, s'est agrippée à mon bras avec force. Val, j'ai peur. J'ai pris sa main. Moi aussi. Mais on va y arriver, je vous le promets. Et j'ai appuyé sur l'accélérateur comme je ne l'avais jamais fait de ma vie. La route s'ouvrait devant nous, le soleil brûlait, et je priais pour que nous arrivions à temps. Je priais pour que ce bébé ne naisse pas au milieu de nulle part. Je priais pour que nous survivions à cette journée. 15 kilomètres. Le compteur indiquait 120. Le pick-up volait sur la route. Chaque trou, chaque bosse faisait crier Marine de douleur. Respirez, disais-je, en essayant de garder une voix ferme. Respirez profondément, comme ils montrent à la télévision. Je n'y arrive pas, haletait-elle, le visage rouge, en sueur. Ça fait trop mal, Val, trop mal. Les contractions venaient vite, trop vite. Je n'y connaissais rien en accouchement, mais je savais que ce n'était pas normal. Le bébé était pressé. 10 kilomètres. J'ai regardé à nouveau dans le rétroviseur. Rien. La route derrière était vide, mais je ne me sentais pas en sécurité. Je sentais qu'à tout moment, ces 4x4 pouvaient réapparaître. Val. Marine m'a tiré par la chemise. Arrête la voiture. Quoi? Non, on y est presque. Arrête la voiture, a-t-elle hurlé avec une force qu'elle ne semblait pas avoir. Je ne vais pas pouvoir retenir. Le bébé arrive maintenant. Je l'ai regardé. La panique dans ses yeux était réelle. Elle le savait. Son corps le savait. J'ai freiné. Le pick-up a dérapé sur l'accotement, projetant du gravier, s'arrêtant de travers au bord de la route. « Aide-moi à descendre », a-t-elle demandé en ouvrant déjà la portière. « Marine, tu ne peux pas descendre. Il faut rester allongé. Il faut... »« Val !» a-t-elle crié. « Aide-moi !» Je suis descendu en courant. J'ai fait le tour. Je l'ai soutenu. Les jambes de Marine tenaient à peine son propre poids. Je l'ai aidé à s'asseoir par terre, là, sur l'herbe sèche de l'accotement. J'ai pris la couverture qui était sur la banquette arrière et je l'ai étendue. « Allonge-toi là », ai-je dit, la voix tremblante. Elle s'est allongée. Elle respirait vite, de manière saccadée. Ses mains agrippaient son ventre. J'ai regardé autour de moi. Route déserte des deux côtés, végétation dense, soleil de plomb, aucune voiture ne passait. Nous étions seuls, complètement seuls. Val, sa voix était faible. Maintenant, j'ai peur. Je me suis agenouillé à côté d'elle, je lui ai pris la main. Moi aussi, mais on va faire ça ensemble. Tu sais comment faire un accouchement? Non. Alors, on va découvrir, ai-je coupé, essayant de paraître confiant. Des milliers de femmes l'ont fait. Tu vas y arriver aussi. Une autre contraction. Marine a cambré le dos, a crié. Un cri qui a fendu le silence de la route comme un couteau. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. Pas de réseau, évidemment. Nous étions au milieu de nulle part. « Enlève ton pantalon !» ai-je dit. « Il faut que je voie ce qui se passe. » Marine a obéi, les mains tremblantes. Je l'ai aidée. Quand j'ai vu, j'ai eu la nausée. La tête du bébé apparaissait. « Mon Dieu !» ai-je murmuré. « Ça sort !» a demandé Marine désespérée. « Oui, j'ai menti en disant que j'étais calme. Tout va bien, il faut que tu pousses. À la prochaine contraction, tu pousses de toutes tes forces. Je ne sais pas si j'en suis capable. »« Tu en es capable !» ai-je crié. « Marine, regarde-moi, regarde-moi !» Elle m'a regardé, les yeux pleins de larmes, de peur, de douleur. « Tu es la femme la plus forte que j'ai jamais rencontrée, » ai-je dit en lui serrant fort la main. « Tu as survécu à des années de violence. Tu t'es enfuie enceinte, pieds nus, seule. Tu as tenu toute une nuit à courir. Si tu as réussi tout ça, tu peux réussir ça aussi. Tu peux mettre ton fils au monde. » Marine a respiré profondément, a acquiescé. La contraction suivante est arrivée comme une vague.
Elle a crié et a poussé. Je tenais ses jambes, essayant de me souvenir d'une scène de film, de série, de n'importe quoi qui pourrait m'aider. « C'est ça !» ai-je encouragé. « Continue. Pousse !» Le bébé est sorti un peu plus. La tête était presque entièrement dehors. « Encore une fois ?» ai-je demandé. « Juste une de plus. » Marine a gémi, épuisée, mais a obéi. À la contraction suivante, elle a poussé avec toute la force qu'il lui restait, et le bébé est sorti. D'un seul coup, il a glissé dans mes mains, petit, mouillé, violacé. Il ne pleurait pas. Mon cœur s'est arrêté. « Pourquoi, Val ?» Marine a relevé la tête, essayant de voir. « Pourquoi il ne pleure pas? Pourquoi il ne pleure pas ?» J'ai tenu le bébé avec précaution. Il était mou, sans réaction. Je l'ai retourné, le ventre sur la paume de ma main. J'ai tapoté doucement son dos. Rien. « Val !» a crié Marine. J'ai tapoté de nouveau. Plus fort. Rien. La panique m'a envahi. Ce n'était pas possible. Après tout ça, après tant de souffrance, ce bébé ne pouvait pas mourir. J'ai mis ma bouche sur son nez et sa bouche minuscule. J'ai soufflé doucement, comme je l'avais vu faire une fois dans un cours de secourisme des années auparavant. Rien. J'ai soufflé de nouveau. Et puis, un faible gémissement. Puis plus fort. Et le cri. Le plus beau cri que j'ai jamais entendu de ma vie. « Il est vivant !» ai-je murmuré. « Marine, il est vivant !» Marine s'est effondrée en larmes. J'ai tendu les bras, j'ai posé le bébé sur sa poitrine. Elle l'a serré si fort, avec tant d'amour, que j'ai senti quelque chose se briser en moi. « Mon fils !» pleurait-elle. « Mon fils, mon fils !» Le bébé pleurait aussi. Un cri fort, sain. Je me suis un peu écarté, tremblant de tout mon corps, les mains sales de sang, les jambes flageolantes. Je me suis assis dans l'herbe, essayant de reprendre mon souffle. Je venais de faire un accouchement au milieu de la route. J'ai regardé le ciel. Le soleil était toujours haut. Quelques nuages blancs passaient lentement. Tout semblait irréel. « C'est un garçon ou une fille ?» a demandé Marine, la voix étranglée par les sanglots. J'ai regardé, je n'y avais même pas pensé. « Un garçon » ai-je répondu. « Un garçon » a-t-elle souri. Pour la première fois depuis que je la connaissais, j'ai vu Marine sourire vraiment. « Bonjour, mon amour » a-t-elle murmuré au bébé. « Je suis ta maman, et tu es en sécurité maintenant. On est en sécurité. » Je me suis levé, j'ai pris une bouteille d'eau. Je me suis lavé les mains du mieux que je pouvais. J'ai pris une chemise propre que j'avais dans le sac. Je l'ai coupée avec le couteau que je portais dans ma poche. J'ai fait une sorte de lange improvisé. Je vais l'envelopper, ai-je dit, pour qu'il n'ait pas froid. Marine a accepté. J'ai pris le bébé avec précaution, si petit, si fragile, et je l'ai enroulé dans la chemise. Il était chaud, les yeux fermés, les mains minuscules serrées en poing. « Il est parfait », ai-je dit. « Oui », a approuvé Marine, pleurant toujours. Je l'ai aidé à s'arranger, à se nettoyer du mieux possible. Puis je l'ai aidé à se lever, à remonter dans la voiture. J'ai mis le bébé dans ses bras. « On doit aller à l'hôpital », ai-je dit. « Vous avez besoin d'être examinés tous les deux. » Je sais. Je suis monté dans la voiture, j'ai démarré le moteur. Plus lentement maintenant, avec précaution. Nous avions tout le temps du monde. Le bébé était né, il était vivant, et nous étions vivants aussi. Nous sommes arrivés à l'hôpital de Bourganeuf 20 minutes plus tard. C'était un petit hôpital de campagne, mais propre, organisé. Je suis descendu en courant, j'ai crié à l'aide. 2 infirmières sont sorties avec un brancard. Quand elles ont vu Marine avec le bébé dans les bras, elles ont couru. Accouchement sur la route, ai-je expliqué. Elle va bien, mais il faut les examiner tous les deux. Elles ont emmené Marine à l'intérieur. Je suis resté là, sur le parking, sale, en sueur, tremblant. J'ai allumé une cigarette, je l'ai fumée vite, nerveusement. Puis je suis entré. La réceptionniste m'a regardé avec stupeur. « Vous êtes le père ?» J'ai hésité. « Non, je suis un ami, mais il faut remplir une fiche. Je la remplirai après. Comment va-t-elle ? Les médecins l'examinent. Vous pouvez attendre là. »
Je me suis assis sur une chaise en plastique dur dans la salle d'attente. L'endroit sentait le désinfectant. Une vieille télévision passait une émission de variété. Personne ne regardait. J'ai fermé les yeux. J'ai essayé de mettre de l'ordre dans mes pensées. Tout s'était passé si vite, si intensément, ça semblait irréel. 2 heures plus tard, une femme médecin est apparue. Jeune, blouse blanche, stéthoscope autour du cou. « Monsieur Valère ?» Je me suis levé d'un bond. « C'est moi. Comment va-t-elle? Et le bébé, ils vont bien? » Ils sont tous les deux stables. Marine a perdu pas mal de sang, mais rien de critique. Le bébé est né en pleine forme, malgré les circonstances. 2 kilos, en bonne santé. J'ai respiré, soulagé. « Je peux la voir ?»« Oui. Elle a demandé à vous voir. » J'ai suivi la médecin dans les couloirs blancs. Nous sommes entrés dans une petite chambre. Marine était allongée dans le lit, pâle mais éveillée. Le bébé dormait dans un berceau à côté. « Salut » a-t-elle dit en me voyant. « Salut » ai-je répondu en m'approchant. « Comment tu vas ?» Fatiguée, endolorie mais heureuse. J'ai regardé le bébé dormir, si petit, si innocent. « Il est magnifique » ai-je dit. « Oui » a approuvé Marine. « Val, tu nous as sauvés. Tu as sauvé ma vie et la vie de mon fils. C'est toi qui t'es sauvée, ai-je répondu. C'est toi qui as été forte. » Silence. Juste le bip faible du moniteur à côté du lit. « La médecin a posé des questions, » a dit Marine, la voix devenant tendue. Elle a demandé d'où je venais, qui est le père du bébé, pourquoi j'étais sur la route. Je ne savais pas quoi dire. J'ai senti mon estomac se nouer. Bien sûr, l'hôpital devait poser des questions. Il y avait des protocoles. Et les questions menaient à des dossiers. Et les dossiers pouvaient être tracés. Qu'est-ce que tu as dit? Que je voyageais, que le bébé est arrivé plus tôt que prévu, que tu m'as amené. Elle a cru? Marine a haussé les épaules. Je ne sais pas. Mais elle a dit qu'il faut faire la déclaration de naissance. Il faut enregistrer le nom de la mère, du père, la date, le lieu de naissance. Il y a de la paperasse, de la bureaucratie. Et la bureaucratie laissait des traces. Combien de temps ils veulent que tu restes ici? 2 jours. En observation. 2 jours. Trop long. Le père de Marine avait des contacts, des gens partout. S'il cherchait dans les hôpitaux de la région, on ne peut pas rester, ai-je dit. Marine m'a regardé, effrayé. Mais la médecin a dit, « Je sais ce qu'elle a dit, mais si on reste, ton père va le découvrir. Et quand il le découvrira, il viendra te chercher. Et cette fois, je ne pourrai pas te protéger. Mais le bébé, il a besoin de soins. Il va bien. Tu as entendu la médecin. 2 kilos. En bonne santé. On peut s'occuper de lui. Val, je ne sais pas si... » La porte s'est ouverte. Une infirmière est entrée. Excusez-moi d'interrompre. Il y a 2 hommes à l'accueil. Ils disent qu'ils cherchent une jeune femme. Ils l'ont décrite parfaitement, enceinte, cheveux foncés. Mais le bébé est déjà né, n'est-ce pas? J'ai senti mon sang se glacer. Marine est devenue blanche. « Qu'est-ce que vous leur avez dit ?» ai-je demandé en essayant de garder ma voix calme. Que je ne pouvais pas donner d'informations sur les patients. Mais ils ont insisté. Ils ont dit que c'était urgent, que la famille la cherchait. « Et qu'est-ce que vous allez faire ?» L'infirmière a hésité. Elle a regardé Marine, puis moi, puis le bébé qui dormait. « Je ne sais pas, » a-t-elle admis. Mais la réceptionniste a déjà appelé le superviseur. S'ils présentent un dépôt de plainte ou s'ils disent qu'elle est mineure, on devra les informer. Là, elle n'est pas mineure, ai-je dit rapidement. Et il n'y a pas de dépôt de plainte, mais ils vont en inventer un, a murmuré Marine désespérée. Ils diront n'importe quoi. Ils soudoieront quelqu'un. Ils vont... Je l'ai regardé, j'ai regardé le bébé. J'ai pris une décision. On part maintenant. Comment ça maintenant? A demandé l'infirmière. Elle n'a pas eu son autorisation de sortie. Elle ne peut pas... Elle peut et elle va le faire, ai-je coupé. J'ai regardé Marine. Tu peux marcher? Je crois, oui. Alors, allons-y. J'ai pris le bébé dans mes bras, toujours endormi, bien emmitouflé.
J'ai pris la couverture du lit, je l'ai bien enveloppé. Monsieur, je ne peux pas vous laisser partir comme ça, a protesté l'infirmière. Je l'ai regardée et j'ai vu dans ses yeux qu'elle savait. Elle savait que quelque chose n'allait pas du tout. Elle savait que ce n'était pas une famille normale qui cherchait un proche. « S'il vous plaît, » ai-je demandé à voix basse, « donnez-nous juste 5 minutes. 5 minutes avant de dire qu'on est parti. » Elle m'a fixé un long moment. « Il y a une sortie de service, » a-t-elle dit finalement. « Par les cuisines. Personne ne vous verra. »« Merci, » ai-je murmuré. J'ai aidé Marine à se lever. Elle a gémi de douleur, mais a tenu bon. Elle a enfilé son pantalon, ses chaussures. L'infirmière est allée à la porte, a regardé dans le couloir. C'est libre. Allez-y maintenant, vite. Nous sommes sortis de la chambre. Marine boitait, s'appuyant sur moi. Le bébé dormait toujours dans mes bras. Nous avons suivi le couloir, traversé les cuisines, où les cuisinières nous ont regardés avec étonnement. Nous sommes sortis par la porte de service. Le pick-up était garé de l'autre côté. Nous avons couru, ou essayé de courir, traversant le petit jardin jusqu'à la rue latérale. J'ai mis Marine sur le siège, j'ai mis le bébé dans ses bras, je suis monté, j'ai démarré le moteur. Et quand j'ai regardé dans le rétroviseur, j'ai vu les 2 4x4 noirs entrer sur le parking de l'hôpital. « Baisse-toi !» ai-je ordonné. Marine s'est baissée sur le siège, protégeant le bébé. Je suis sorti lentement par une autre rue, sans attirer l'attention. J'ai tourné au coin, puis un autre, encore un. Quand j'ai regardé de nouveau, l'hôpital avait disparu derrière nous. « On a réussi !» a murmuré Marine, toujours baissée. « Pour l'instant !» ai-je répondu. J'ai repris la route, sans destination précise maintenant, juste loin. Loin de là, loin de ces hommes, loin du père de Marine. Le bébé s'est réveillé et a commencé à pleurer, un petit pleur, plaintif. « Il a faim !» a dit Marine. « On s'arrêtera bientôt dans un endroit sûr. » Est-ce qu'il existe un endroit sûr? Je l'ai regardé dans le rétroviseur. J'ai regardé le bébé qui pleurait. J'ai regardé la route déserte devant moi. On en trouvera un, ai-je promis, même si je dois le créer moi-même. Et j'ai continué à rouler tandis que le soleil commençait à descendre à l'horizon, teintant le ciel d'orange et de rouge. Roulant vers nulle part, roulant vers n'importe quel endroit qui n'était pas ici. J'ai roulé pendant 3 heures, sans m'arrêter. La nuit est tombée vite, comme toujours à la campagne. 1 minute il faisait jour, la suivante c'était l'obscurité complète, seulement les phares du pick-up éclairant la route déserte. Marine allaitait le bébé sur le siège à côté. Elle avait improvisé une façon de le tenir, le protégeant avec ses bras. Le petit garçon tétait avec faim, faisant de petits bruits. De temps en temps, Marine gémissait de douleur, son corps encore endolori par l'accouchement. « Il faut que tu te reposes, » ai-je dit. « Tu viens d'avoir un bébé. »« Je sais, » a-t-elle répondu, fatiguée. « Mais on ne peut pas s'arrêter maintenant. » Elle avait raison. Chaque minute d'arrêt était une minute de plus pour être retrouvée. J'ai pris mon téléphone. Toujours pas de réseau. Nous étions au milieu de nulle part, loin de tout, loin de tous. J'ai pensé à mon cousin dans les Landes. J'ai pensé à l'appeler, à lui demander de l'aide, mais je n'avais aucun moyen. Et même si j'en avais eu, je ne savais pas si c'était sûr. Je ne savais pas qui le père de Marine connaissait, qui il avait dans sa poche. « Val !» appela doucement Marine. « On ne peut pas vivre en fuyant éternellement. » « Je sais. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? » Bonne question. La question qui me martelait la tête depuis que nous avions quitté l'hôpital. On a besoin d'aide, ai-je dit. De la vraie aide, de la police, de la justice. Mon père a des gens dans la police, a rappelé Marine. Des commissaires dans sa poche, des juges, des procureurs. Pas tous, ai-je répondu. Il doit bien y avoir quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui fait ce qu'il faut. Silence. Juste le vrombissement du moteur, juste le bébé qui tétait. « Je connais quelqu'un, » dit Marine lentement. « Une avocate. Elle a travaillé sur une affaire dans la région, elle a aidé une femme battue par son mari, elle a affronté tout le monde, même les puissants.
Tu lui fais confiance? Je crois, oui. Elle avait l'air sincère. Elle avait l'air de vraiment s'en soucier. Tu te souviens de son nom? Maître Hélène Lefebvre. Son cabinet est à Limoges. Limoges. Loin, mais pas si loin. À environ 6 heures de là. On va y aller, ai-je décidé. Demain matin, on la cherchera. Et si elle ne veut pas nous aider? Elle voudra, ai-je dit avec une conviction que je ne savais même pas d'où venait. Elle voudra, parce que c'est la chose à faire. Nous nous sommes arrêtés dans une petite ville appelée La Souterraine. Il y avait une vieille station-service, un snack-bar fermé, 3 rues mal éclairées. J'ai trouvé une auberge de bord de route, le genre d'endroit qui ne demande pas de papier, qui ne pose pas de questions. La propriétaire était une grosse dame en chaussons, avec un tablier sale. Elle nous a regardés avec méfiance. « Une chambre pour combien ?»« 2 adultes et un bébé, » ai-je répondu. Elle a regardé Marine, tenant le nouveau-né. Elle m'a regardé, a fait un calcul dans sa tête. 50 €. J'ai payé. Elle m'a tendu une clé rouillée. Chambre 3 au fond. La chambre était minuscule. Un lit double avec des draps douteux. Un ventilateur qui grinçait. Une salle de bain avec une cabine de douche cassée. Mais c'était propre, et c'était sûr. J'ai aidé Marine à s'allonger. Elle était pâle, tremblante de fatigue. « Tu as besoin de manger quelque chose ?» ai-je demandé. « Je n'ai pas faim. »« Peu importe. Tu dois te nourrir. Pour toi et pour le bébé. » Je suis sorti, j'ai acheté du pain, du lait, du fromage et du jambon à la station-service. Je suis revenu, j'ai fait un sandwich simple. Marine a mangé lentement, sans appétit. Le bébé dormait, enveloppé dans une serviette. « Comment on va l'appeler ?» ai-je demandé. Marine a regardé son fils, a passé doucement la main sur son petit visage. « Michel », a-t-elle dit. J'ai toujours aimé ce nom. Ça veut dire « qui est comme Dieu, un protecteur ». Michel, ai-je répété. C'est un beau nom. C'est le nom que mon mari et moi avions choisi, a-t-elle continué, la voix étranglée par l'émotion. Avant qu'il ne meure. Il voulait un fils, il le voulait tellement, et maintenant il est là, mais son père n'est pas là. Les larmes ont coulé sur son visage. Il te voit, ai-je dit en m'asseyant au bord du lit. D'où qu'il soit, il te voit et il est fier de toi, de la façon dont tu t'es battu, de ta force. Marine s'est essuyé les yeux. Tu crois qu'on s'en sortira pour de vrai? Je le crois. J'ai menti. Parce que je ne savais pas, je n'avais aucun moyen de savoir, mais elle avait besoin d'espoir. « Val, pourquoi tu fais ça ?» a-t-elle demandé en me regardant droit dans les yeux. « Tu as perdu ta ferme, ta sécurité, ta tranquillité, tu risques ta vie. Pourquoi ?» J'ai réfléchi à la réponse, j'ai pensé à Marie, j'ai pensé à Julie. J'ai pensé à toutes les fois où je m'étais tue alors que j'aurais dû parler, à toutes les fois où j'avais tourné le dos alors que j'aurais dû rester. Parce que j'ai passé toute ma vie à fuir, ai-je admis, à fuir les conflits, les responsabilités, les sentiments. Quand Marie est morte, j'ai fui la douleur. Quand Julie a eu besoin de moi, j'ai fui les conversations difficiles. J'ai toujours fui. Je me suis arrêté, j'ai respiré profondément. Mais quand je t'ai vu sur cette route, pieds nus, en sang, enceinte, demandant de l'aide, j'ai su que si je fuyais encore une fois, je ne me le pardonnerais jamais. Je ne pourrais pas vivre avec moi-même. Marine a pris ma main. « Merci », a-t-elle murmuré, « de ne pas avoir fui, d'être restée. » J'ai serré sa main. « Maintenant, repose-toi, demain est un autre jour. » Elle s'est allongée, s'est tournée sur le côté, a serré le bébé contre elle. En 5 minutes, elle dormait. Je suis resté assis sur la vieille chaise dans le coin, à les regarder dormir. La mère et le fils. Des survivants, des combattants. Et j'ai pensé, peu importe ce qui arrivera demain, j'ai fait ce qu'il fallait. Nous avons quitté la souterraine à 6 heures du matin. Le soleil était encore bas, teintant le ciel de rose et d'or. Marine allait mieux. Toujours endolorie, toujours faible, mais avec plus de couleur sur le visage. Michel s'est réveillé en pleurant, faim de nouveau. Marine l'a allaité dans la voiture, pendant que je conduisais lentement sur la route. «
Nous sommes arrivés à Limoges vers midi. Une grande ville, bruyante, pleine de monde. Après des jours à la campagne, dans le silence, ça ressemblait à une autre planète. J'ai trouvé le cabinet de maître Lefebvre dans un vieil immeuble de bureaux du centre-ville, au 3e étage. Nous avons pris l'ascenseur, Marine boitant, moi tenant le bébé. La réceptionniste était une jeune femme avec des lunettes. « Vous avez rendez-vous ?»« Non, ai-je répondu, mais c'est urgent, c'est pour un cas de violence domestique. » Elle a regardé Marine, a vu son état, a vu le nouveau-né. « Je vais voir si elle peut vous recevoir. » Elle a disparu derrière une porte. Elle est revenue 2 minutes plus tard. Elle va vous recevoir maintenant. Vous pouvez entrer. Le bureau était simple. Une table en bois, des étagères pleines de livres de droit, un vieil ordinateur. Derrière la table, une femme d'une 40aine d'années. Cheveux courts, lunettes de vue, regard ferme. « Asseyez-vous », a-t-elle indiqué les chaises. Nous nous sommes assis. Marine serrait fort le bébé. « Racontez-moi ce qui s'est passé », a demandé l'avocate. Et Marine a raconté. Elle a tout raconté. Depuis l'enfance, les agressions, le contrôle, le mariage forcé, la fuite, l'accouchement sur la route, les hommes à leur poursuite. Maître Lefebvre écoutait en silence, sans interrompre, prenant des notes. De temps en temps, son visage se contractait. Colère, dégoût, indignation. Quand Marine a eu fini, l'avocate a enlevé ses lunettes, s'est frotté les yeux. « Vous connaissez le nom complet de votre père ?» a-t-elle demandé. « Armand Dubois. » L'avocate s'est arrêtée à regarder Marine. « Le propriétaire terrien ?»« Oui. »« Celui qui a des terres dans 3 départements ?» ?»« Oui. » Maître Lefebvre a poussé un long soupir. « Vous savez la taille du problème auquel nous allons faire face ?»« Je sais. » a répondu fermement Marine, « mais je ne retournerai pas là-bas, même si je dois passer le reste de ma vie à fuir. Je n'y retournerai pas, et mon fils ne grandira pas près de cet homme. » L'avocate l'a regardé, puis m'a regardé. « Et vous? Qui êtes-vous dans cette histoire ?»« Quelqu'un qui n'aurait pas pu vivre avec lui-même s'il avait tourné le dos, » ai-je répondu. Elle m'a fixé, puis, pour la première fois, a souri. « D'accord, » a-t-elle dit. « Voilà ce qu'on va faire. Je vais demander une ordonnance de protection en urgence. Je vais déposer une plainte auprès du procureur de la République. Je vais demander une protection policière et je vais m'assurer que cet homme fasse l'objet d'une enquête. Il a des gens partout, a prévenu Marine. Des gens dans la gendarmerie, dans la justice. Je sais, a coupé l'avocate, mais il y a aussi des gens bien, des gens qui veulent faire ce qu'il faut. Et je vais trouver ces gens. Elle a pris le téléphone, a composé un numéro. « Allô, commissaire Martin ? C'est Hélène. J'ai besoin de vous parler. C'est urgent. C'est à propos d'Armand Dubois. » Pause. « Oui, celui-là même. J'ai une victime ici, sa fille, et j'ai des preuves de violence, de coercition, de séquestration. J'ai besoin d'une protection pour elle, maintenant. » Autre pause. « Compris. 40 minutes. Parfait. J'attends. » Elle a raccroché, nous a regardés. Le commissaire Martin est un homme intègre. Il ne se laisse pas acheter. Il vient ici, il va vous écouter, il va ouvrir une enquête. Et si mon père découvre où je suis? Il ne le découvrira pas. Pour l'instant, vous irez dans un foyer d'accueil. Un lieu sûr, surveillé, confidentiel, jusqu'à ce qu'on obtienne l'ordonnance de protection définitive. Marine m'a regardé. Et Val? Il est en danger aussi. L'avocate a acquiescé. C'est vrai, monsieur Valère. Vous vous êtes impliqué dans une situation grave. Vous pourriez subir des représailles. Je sais. Voulez-vous déposer une main courante préventive, déclarer que vous avez été menacé? J'ai réfléchi. J'ai pensé à ma ferme, à mes affaires, à ma vie que j'avais laissée derrière moi. Non, ai-je répondu. Je veux juste être sûr qu'elle ira bien. Et le bébé? Je ferai tout mon possible, a promis l'avocate. Le commissaire Martin est arrivé une demi-heure plus tard. Un homme sérieux d'une 50aine d'années, uniforme impeccable. Il a écouté Marine, a posé des questions, a tout noté. « Je vais ouvrir une enquête », a-t-il dit, « et je vais demander le soutien de la gendarmerie nationale.
Si ce que vous dites est vrai, on parle de crime organisé, de trafic d'influence, de séquestration. C'est du lourd. C'est la vérité, a assuré Marine. Alors vous aurez une protection jusqu'à ce que tout soit résolu. 2 heures plus tard, Marine et Michel ont été emmenés dans un foyer d'accueil. Un endroit dont même moi je ne connaissais pas l'adresse. Secret total. Avant de partir, Marine m'a serré dans ses bras. Une longue et forte étreinte. Merci, a-t-elle pleuré. Pour tout. Pour m'avoir sauvé. Pour avoir sauvé mon fils. Et tu t'es sauvée toute seule, ai-je répondu. Moi, j'ai juste conduit la voiture. Elle a ri entre ses larmes. Tu es un homme bon, Val, même si tu ne le crois pas. Prends soin de lui, ai-je demandé en regardant le bébé. Prends soin de Michel, et sois heureuse, c'est la seule chose que je veux. Je le serai, a-t-elle promis, et elle est partie. Elle est montée dans une voiture banalisée et a disparu dans la grande ville. Je suis resté là, sur le trottoir, seul, de nouveau. Maître Lefebvre est sorti de l'immeuble. « Et maintenant » a-t-elle demandé. « Vous retournez à la ferme » J'ai réfléchi. J'ai pensé à la maison vide, au silence, à la solitude. Je ne sais pas, ai-je admis. Je ne sais pas si j'ai encore une ferme. Je ne sais pas s'il est sûr d'y retourner. Je peux demander une protection pour vous aussi. Ce n'est pas la peine. Je me débrouillerai. Elle m'a regardé avec cet air d'avocate qui en a vu d'autres. « Vous avez fait quelque chose de très courageux, » a-t-elle dit. « Beaucoup de gens seraient passés tout droit sur cette route, auraient fait semblant de ne rien voir, auraient continué leur vie. » Je l'ai fait de nombreuses fois, ai-je avoué. Cette fois, je n'ai pas pu. Heureusement. Nous nous sommes serrés la main. Elle est retournée à son bureau. Je suis allé au pick-up, je me suis assis sur le siège, j'ai démarré le moteur. Je suis resté là sans savoir où aller. J'ai pris mon téléphone. J'avais du réseau maintenant. Plusieurs messages. Des voisins qui demandaient où j'étais, des gens qui disaient qu'il y avait des hommes à ma ferme, qu'un 4x4 étrange rôdait. J'ai tout ignoré. J'ai composé un numéro que je n'avais pas composé depuis des mois. Allô ? La voix de Julie a retenti de l'autre côté. « Julie, c'est moi, ton père. » Un silence, surpris. « Papa, tout va bien ? Tu n'appelles jamais. »« Je sais, ai-je coupé. Pardon. Je sais que je n'appelle jamais. Je sais que j'ai été absent, que je n'ai pas été le père que tu méritais. »« Papa, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai respiré profondément. « Je voulais juste te dire une chose. Te dire que je t'aime. Et que je suis désolé pour toutes les fois où je n'ai pas été là, pour toutes les conversations qu'on n'a pas eues, pour tout le temps perdu. Papa, sa voix s'est étranglée. Et je voulais te demander si tu accepterais de me donner une seconde chance, d'être ton père, pour de vrai cette fois. Silence de l'autre côté. Long. Puis un petit reniflement. Bien sûr, papa, a-t-elle pleuré. Bien sûr que oui. J'ai fermé les yeux. J'ai senti quelque chose se dénouer dans ma poitrine. Quelque chose qui était coincé depuis des années. « Merci » ai-je murmuré. « Où es-tu ?»« À Limoges. Mais je vais rentrer. Et quand je rentrerai, on parlera. Pour de vrai. Sans se presser. Sans fuir. »« D'accord » a-t-elle accepté. « Je t'aime, papa. Moi aussi je t'aime, ma fille. » J'ai raccroché. Je me suis essuyé les yeux. J'ai mis la voiture en route. Je ne suis pas retourné à la ferme. Pas encore. Je ne savais pas si c'était sûr. Je ne savais pas ce que j'allais y trouver. Mais je savais une chose. J'avais changé. J'avais cessé d'être l'homme qui fuyait, l'homme qui tournait le dos, l'homme qui se cachait derrière le silence. J'étais devenu l'homme qui restait, qui affrontait, qui faisait ce qu'il fallait, même avec la peur au ventre. Et ça, personne ne pouvait me l'enlever. 6 mois plus tard, assis sur la terrasse de la ferme, la même terrasse que toujours, je buvais mon café en regardant le soleil se lever. La maison avait été vandalisée quand je suis rentré. Fenêtres cassées, portes défoncées, quelques objets volés, mais rien qui ne puisse être réparé. Julie était venue passer quelques jours. Elle dormait dans la chambre d'amis.
Le matin, on prenait le café ensemble, on parlait, on riait. On apprenait à se connaître à nouveau. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Allô? Val? C'est Hélène, l'avocate. Bonjour maître, comment allez-vous? Bien, je vous appelle pour vous donner des nouvelles. L'enquête est terminée. Armand Dubois a été mis en examen pour séquestration, menace, coercition. Mais 3 autres propriétaires de la région aussi. C'est tout un réseau qui est tombé. J'ai senti un poids s'enlever de ma poitrine. Et Marine? Elle va bien. Elle et Michel sont dans un programme de protection des témoins. Ils vont recommencer leur vie dans une autre région. Nouvelle identité, nouvelle vie. Elle m'a laissé un message pour vous. Lequel? Merci de m'avoir appris qu'il existe encore des gens bien dans ce monde. J'ai fermé les yeux, j'ai senti un nœud dans ma gorge. C'est elle qui m'a appris, ai-je répondu. Elle m'a appris à ne pas abandonner. Vous lui avez sauvé la vie, Val. On s'est sauvés l'un l'autre. J'ai raccroché, je suis resté assis là. Julie est apparue à la porte, bâillant, en pyjama. Bonjour, papa. Bonjour, ma fille. Le café est prêt? Oui, viens. Elle s'est assise à côté de moi. Nous nous sommes servis du café. Nous sommes restés là en silence, à regarder le soleil monter doucement, teintant le ciel d'orange. Papa, a-t-elle dit après un moment. Oui. Tu as l'air différent. Différent comment? Je ne sais pas. Plus léger, plus présent. J'ai souri. C'est parce que je le suis. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pensé à tout lui raconter. Parler de Marine, de Michel, de la fuite, de l'accouchement sur la route, de tout. Mais je ne l'ai pas fait. Pas encore. Peut-être un jour, quand ce sera le bon moment. J'ai appris quelque chose, ai-je dit. J'ai appris qu'on peut passer sa vie à fuir. Fuir la douleur, les responsabilités, la vie. Mais quand on arrête de fuir, quand on reste et qu'on affronte, c'est là qu'on commence à vivre pour de vrai. Julie m'a regardé et a souri. C'est profond, papa. C'est l'âge, ai-je plaisanté. Elle a ri, moi aussi. Et nous sommes restés là, à boire notre café, à voir le jour commencer. Un jour normal, un jour ordinaire, mais pour moi, c'était tout. Parce que j'avais appris que les jours ordinaires, ces jours de café sur la terrasse, de conversation avec sa fille, de soleil levant, étaient les jours les plus importants. C'étaient les jours qui valaient la peine. Et je n'allais plus en gaspiller un seul. Parfois, sauver quelqu'un, c'est aussi se sauver soi-même. Parfois, faire ce qui est juste n'apporte pas de récompense, juste la paix. Et la paix, c'est tout. Maintenant, c'est à vous. Quelle partie de l'histoire vous a le plus ému? Commentez ci-dessous, nous lirons chaque mot avec attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. J'espère que vous avez apprécié d'écouter cette histoire émouvante. Que Dieu vous garde et à la prochaine.